Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un projet étudiant assez intéressant en Nouvelle-Calédonie. Ça vient de Davy, un étudiant en master Miage. Il fait partie d'une équipe Data Use avec James et Ray Manu. Alors leur but, c'était quoi? Prendre les données ouvertes d'une plateforme Prix.nc, Oui, celle sur les prix alimentaires. exactement, et transformer ces données brutes en quelque chose de vraiment utile, de parlant pour les Calédoniens au quotidien. Hmm. Ça s'inscrit dans un cursus sur l'interopérabilité. Bon, on va pas trop creuser ça aujourd'hui. Et juste pour préciser, il y a une autre étudiante, Clémentine, qui a traité le contexte plus large de la préparation des données. Mais nous, on se concentre sur le travail de Davy et son équipe. Et eux, ils avaient deux grands axes de travail. D'accord. Premièrement, détecter les anomalies de prix automatiquement, avec du machine learning. Et deuxièmement, construire ce qu'ils appellent des paniers idéaux. Mais ce qui est vraiment fondamental, et Davy le dit bien dans sa présentation, c'est tout le travail en amont. La préparation des données. Exactement. Il parle de la collaboration avec l'autre équipe Data Prep. Sans eux, sans ce travail de nettoyage, de structuration, d'enrichissement des données, Mhm. qui est souvent énorme, parfois 80% du boulot en data science, Oui, on le dit souvent, ouais. ni la détection d'anomalies, ni les paniers idéaux n'auraient pu voir le jour. C'est vraiment la fondation. Sans ça, tout s'écroule. D'accord. Et sur ces fondations, ils ont utilisé quels outils concrètement? Alors, ils citent DuckDB. Ça, c'est efficace pour requêter vite sur de gros volumes, apparemment. Oui, c'est une base de données analytique rapide. Pandas, bien sûr. Le classique en Python pour manipuler les tables de données. Scikit-learn, pour la partie machine learning. On retrouvait XGBoost, d'ailleurs. La boîte à outils standard, oui. Et même Folium, pour faire des cartes, j'imagine. Oui, pour visualiser peut-être la répartition des prix ou l'origine des produits. Donc c'est tout cet arsenal technique qui permet de passer des chiffres bruts à des résultats qu'on peut comprendre et utiliser. Et tout ça, ça illustre bien la question centrale, en fait. Comment la technologie, l'analyse de données, même dans un projet étudiant, Hmm. peut apporter des réponses ou au moins des éclairages sur des problèmes très concrets. Le coût de l'alimentation, c'est majeur. Hmm. Et cette dimension locale versus importée, dans les paniers, Oui, c'est très pertinent là-bas. en Nouvelle-Calédonie, c'est particulièrement fort. Contexte insulaire, enjeux économiques, écologiques, c'est pas juste un détail. Alors, on va parler de détection automatique d'anomalies dans les prix, c'est ça, hein? Exactement, avec les données de la plateforme Prix.nc. L'idée, c'est d'explorer un travail étudiant. Mhm. Il a utilisé un algorithme de machine learning, XGBoost, pour trouver des prix bizarres, soit des erreurs, soit des promos vraiment spectaculaires. D'accord. Et tout ça grâce aux données ouvertes de Prix.nc, via leur API, si j'ai bien compris. C'est ça, l'API, donc l'interface qui permet de récupérer les données. On va voir comment l'IA peut aider à y voir plus clair là-dedans. Alors, l'outil choisi, XGBoost Regressor. C'est intéressant comme choix. C'est ce qu'on appelle un modèle supervisé. Supervisé, c'est-à-dire. En gros, on lui apprend à prédire le prix normal d'un produit en fonction du magasin, de la date, du produit lui-même, etc. D'accord. Et pourquoi XGBoost en particulier? Pour ce genre de données, qui sont souvent un peu hétérogènes, XGBoost est assez réputé pour sa précision. Il apprend de ses erreurs passées pour s'améliorer, c'est le principe du boosting, Ok. et il est aussi plutôt rapide et robuste. Donc, comment ça marche? Le modèle, il calcule un prix attendu, et après, on compare ce prix prédit avec le prix réel qui est affiché sur prix.nc. Et si l'écart est grand? Voilà. Si l'écart est important, on se dit, tiens, là, il y a peut-être une anomalie. Mais ça demande quand même que les données de départ soient correctes, non? Enfin, à peu près. Ah oui, ça c'est un point crucial. L'analyse, elle repose sur une base de données, prix.nc, DuckDB, qui a été préparée et surtout nettoyée en amont. Ah, d'accord. C'est essentiel. Sans ce nettoyage préalable, l'algo aurait bien plus de mal à faire des prédictions fiables. Et donc, à trouver les vraies anomalies. Logique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça a permis de dénicher comme truc bizarre dans les prix calédoniens? Alors, il y a des exemples assez parlants dans l'analyse. Le premier, c'est une grosse conserve de cassoulet mutular, genre 4,2 kg. Ok. Son prix habituel, c'est autour de 4000 francs CFP. Et là, le système l'a détecté à 500 francs. Ah ouais, 500. Carrément. C'est une super promo, quoi. Exactement. Là, c'est clairement une promotion très agressive. Une info super utile si on veut faire un panier bonnes affaires, par exemple. Pas mal. Et à l'inverse, est-ce qu'il a trouvé des erreurs, des vraies coquilles? Oui, oui.
L'autre exemple, c'est un pot de yaourt, un truc très classique, Tennessee Farm. Prix normal, 260, 300 francs, quelque chose comme ça. Mhm. Eh bien, l'analyse a trouvé des relevés où le prix au kilo était de, attention, 84 millions de francs. Quoi? 84 millions pour des yaourts? Non mais là, c'est sûr que c'est une erreur de saisie, c'est pas possible autrement. C'est l'évidence même, oui. D'ailleurs, il y a un graphique dans le notebook qui est assez parlant. Il compare prix réel et prix prédit. Ah oui? Normalement, les points devraient être sur une diagonale. Et là, on voit bien les anomalies. Ce sont les points qui sont très très loin de cette ligne. C'est intéressant de voir ça. D'un côté, on peut nettoyer la base de données en trouvant ces erreurs flagrantes, C'est ça. et de l'autre, on repère des vrais phénomènes commerciaux, comme des promos de dingue. C'est exactement ça, la double utilité. Et le système est assez fin pour essayer de distinguer. Il signale pas juste un écart comme ça. Comment il fait? Il utilise un double critère. D'abord, l'erreur de prédiction doit être statistiquement rare, genre dans les 5% les plus élevés. D'accord, le 95e percentile, c'est ça? Voilà. Et en plus, il faut que le prix réel soit vraiment décalé par rapport à la moyenne qu'on observe localement pour ce produit précis. Dans l'analyse, c'était un seuil de 50% d'écart. Ok, donc ça évite de signaler des petites variations. Exactement. Ça permet de se concentrer sur les cas les plus suspects, disons. Et l'analyse va même un peu plus loin. C'est-à-dire? Elle montre où ces anomalies se concentrent. On voit qu'il y en a plus dans certains rayons, comme l'épicerie, ou pour certains produits, le chocolat revient souvent, apparemment. Ah tiens. Et aussi par commune ou par enseigne. Donc ça pourrait permettre de cibler des contrôles ou des analyses plus fines. Et si je comprends bien, ce n'est pas juste un coup de chance avec cet algorithme XGB Boost, il y a eu d'autres vérifications. Oui, en quelque sorte, il y a un autre étudiant, Raïmanou, qui a fait une analyse un peu similaire, mais avec une autre méthode, Random Forest. D'accord. Et le fait que les deux méthodes pointent souvent vers les mêmes anomalies, ça renforce quand même la confiance. On se dit que ce sont probablement de vraies anomalies, pas juste un artefact de XGB Boost. Donc, pour résumer un peu, on a un exemple super concret d'IA appliquée à des données locales, publiques. Ça sert à la fois à améliorer la qualité de la base prix.nc Tout à fait. et en même temps à extraire des signaux économiques, comme les erreurs versus les vraies stratégies de prix. Ça montre bien l'intérêt de l'analyse de données, même sur un projet étudiant. C'est exactement ça. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Laquelle? Au lieu de juste détecter les anomalies une par une, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre si on analysait leurs tendances, leurs fréquences, leur type, où et quand elles apparaissent? Voir s'il y a des patterns, quoi. Voilà. Est-ce que ça pourrait révéler des dynamiques économiques plus profondes en Nouvelle-Calédonie? Peut-être même nous aider à anticiper certaines évolutions de prix. C'est une piste de réflexion qui prolonge bien ce travail, je pense. Alors, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde en Nouvelle-Calédonie. Faire ses courses. C'est souvent un vrai casse-tête, non? Entre le coût de la vie, l'envie de manger sain, et puis aussi de consommer local. Oui, c'est exactement ça. On jongle constamment. Et justement, on va explorer une analyse assez poussée qui s'est basée sur des données ouvertes, vous savez, les prix des magasins via prix.nc, les infos nutritionnelles d'Open Food Facts, pour essayer de construire ce qu'ils appellent des paniers idéaux. L'idée, c'est vraiment de voir ce que ces données peuvent nous apprendre concrètement. Exactement, rendre ces chiffres bruts un peu plus parlants. Donc on part de ces relevés de prix, des données nutritionnelles. Comment on fait pour que ça nous dise quelque chose d'utile? Eh bien, avant toute chose, il y a un gros travail de préparation. C'est un peu l'étape cachée, mais elle est fondamentale. Il faut nettoyer toutes ces données, les harmoniser, parfois même les enrichir. Ah oui, j'imagine. Des formats différents, des infos manquantes. Tout à fait. Des milliers de lignes de prix, des Nutri-Score pas toujours là. Il faut utiliser des outils d'analyse comme DocDB ou Pandas dont parle le projet pour assembler toutes les pièces du puzzle. C'est la base pour avoir des comparaisons qui tiennent la route, quoi. D'accord, une fondation solide. Et une fois qu'on a ça, comment on construit ces fameux paniers? C'est quoi la méthode? Alors, l'approche générale, c'était d'abord de définir une liste de produits essentiels. Le riz, l'huile, les œufs, ce genre de choses. On appelle ça un mapping. Ensuite, pour chaque magasin, on essaie de composer un panier avec cette liste, mais selon différents objectifs. Différents objectifs, c'est-à-dire... Par exemple, le panier le moins cher possible ou le plus équilibré nutritionnellement. Et après, on calcule des indicateurs. Le prix total, bien sûr, mais aussi si on a trouvé tous les produits, ça c'est le taux de complétude, et la qualité nutritionnelle moyenne avec le Nutri-Score. Justement, le Nutri-Score, vous disiez qu'il manquait parfois. Comment on fait dans ce cas pour le panier équilibré?
Oui, c'était un point clé. Pour que l'analyse soit fiable, il fallait cette info partout. La solution, ça a été d'utiliser du machine learning, plus précisément un modèle Random Forest Classifier. En gros, on a appris à une machine à prédire les Nutri-Scores manquants en se basant sur les produits similaires qui l'avaient. Et ça a marché? Très bien même. Une précision d'environ 99%, ce qui est excellent. Ça a permis de vraiment pouvoir comparer la qualité nutritionnelle des paniers de façon robuste. Malin. Alors allons-y, premier panier éco, l'économique. Le principe c'est simple, le produit le moins cher pour chaque article de la liste. Qu'est-ce que ça nous apprend? Bon, sans grande surprise, ça permet d'identifier les enseignes les moins chères sur ces produits de base. Mais ce qui est peut-être plus révélateur, c'est que ça souligne aussi les problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire? Mais le fait que ce panier éco ne soit pas toujours complet, même avec des produits simples, ça montre que certains articles de base peuvent manquer dans certains magasins. Donc le prix le plus bas, c'est bien, mais encore faut-il tout trouver. D'accord, passons au panier équilibré. Là, on cherche le meilleur Nutri-Score A si possible. J'imagine que la note est plus salée. Ah oui, systématiquement, c'est une confirmation claire. Et manger plus sain, ça a un coût supplémentaire en Nouvelle-Calédonie. Et ce coût, cet écart entre le panier économique et le panier équilibré, il varie pas mal d'une enseigne à l'autre. Intéressant. Certaines rendent la santé plus chère que d'autres, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. L'accès à une alimentation de meilleure qualité n'est pas au même prix partout. Et maintenant, le fameux duel local contre importé. Un sujet sensible ici. Les données, elles racontent quoi? Alors là, c'est plus nuancé. Déjà, faire un panier 100% local, c'est souvent plus compliqué. La complétude est généralement plus faible. Moins de disponibilité sur certains produits locaux. Voilà. Pour certains produits de la liste de base, l'offre locale est peut-être plus limitée ou saisonnière. Ensuite, pour le prix, il n'y a pas de règle unique. Certains produits locaux sont moins chers, oui, comme la viande ou le poisson, que l'importé. Donc ça dépend vraiment du produit. Exactement. L'analyse permet justement de voir, produit par produit, où le local est compétitif et où il l'est moins. Ça devient vraiment intéressant quand on regarde ce détail. Et pour visualiser tout ça, il y avait des cartes, des graphiques. Oui, tout à fait. C'était une partie importante du projet. Des cartes interactives, par exemple, qui montrent le prix d'un produit, disons le beurre, dans différents magasins sur le territoire. Ou des graphiques qui comparent pour un même magasin le prix et la complétude des différents types de paniers, éco, équilibré, local, import. Ça aide à se représenter les choses concrètement. Oui, ça rend les arbitrages très visibles, prix, nutrition, origine. On voit bien les tensions et les choix possibles selon où on fait ses courses. Donc pour résumer, cette exploration, elle part de données brutes, un peu abstraites, et elle arrive à nous donner un éclairage très concret sur le coût réel, la qualité nutritionnelle et l'origine des aliments. Ici, ça met en lumière les choix, parfois difficiles, auxquels les consommateurs sont confrontés. C'est ça transforme les chiffres en informations utilisables, en insights pour comprendre objectivement les différentes stratégies d'achat. Une base solide pour la discussion. Absolument. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les résultats détaillés, les données des paniers, tout ça est disponible en format ouvert, type CSV ou parquet, donc facilement réutilisable pour d'autres analyses. Très bien. Et ça soulève aussi de nouvelles questions, non? On pourrait imaginer aller plus loin. Par exemple, intégrer l'accessibilité géographique. Est-ce que les magasins les moins chers sont facilement accessibles pour tout le monde? Ou prendre en compte la saisonnalité des produits locaux, qui doit forcément jouer sur les prix et la disponibilité. Effectivement, ça complexifierait encore l'image du panier idéal. Oui, mais ça affinerait notre compréhension des réalités du terrain. C'est une piste intéressante pour la suite, je trouve. Conclusion d'un projet étudiant assez spécifique. Ils ont utilisé les données ouvertes de prix.nc pour regarder d'un peu plus près le coût de la vie et les habitudes de consommation là-bas. Oui, et c'est un projet intéressant parce qu'il part vraiment du local, avec des données locales. Exactement. Notre but, c'est vraiment d'extraire le jus, si on peut dire, de ce que ce travail nous apprend, en se basant sur le bilan rédigé par l'étudiant lui-même, hein. Tout à fait. Comprendre l'impact concret et les leçons qu'on peut en tirer. Et ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est de voir comment une initiative étudiante, bon, avec les bons outils d'analyse évidemment, peut vraiment donner des éclairages utiles sur des questions quotidiennes. Et ça montre aussi l'importance de bien bosser ensemble, la collaboration, quoi. C'est un point clé du rapport. Oui, c'est vrai. Alors, allons-y. Un des premiers trucs qui saute aux yeux dans ce bilan, c'est l'application très pratique de compétences techniques. On parle de machine learning, de data visualisation, appliquer un problème bien réel, bien calédonien. Absolument. Et c'est là que ça devient parlant.
Au sens propre. L'étudiant dit que les données, une fois qu'elles sont bien préparées, elles se mettent à parler. Et elles racontent des choses parfois assez étonnantes. Ah oui, comme quoi par exemple? Mais par exemple, des anomalies de prix. Des trucs assez énormes, soit des erreurs manifestes, genre le fameux yaourt affiché à 84 millions de francs. 84 millions. Sérieusement? Oui. Ou à l'inverse, des promos très très fortes, comme un cassoulet à 500 francs. Bon, ça illustre bien comment l'analyse de données peut, hop, sortir des erreurs ou pointer des pratiques commerciales un peu particulières. D'accord. Et au-delà de ces erreurs, il y avait aussi cette histoire de paniers idéaux, c'est ça? Le panier le moins cher, le panier équilibré, local ou importé. C'est ça. L'idée de base, c'était, comme le dit le rapport, de proposer des pistes pour consommer plus intelligemment. Une bonne intention. Plutôt utile a priori. Oui, mais l'analyse a aussi montré que ce n'est pas si simple. Le panier dit équilibré, par exemple, il se révélait systématiquement plus cher que le panier purement économique. Ça nuance un peu l'idée d'une solution miracle, quoi. Je vois. Ça remet les choses en perspective. Et l'autre point fort qui est vraiment mis en avant, c'est la collaboration. Le rapport insiste là-dessus, sur le travail entre les différentes équipes. Data Prep, Data Vise, Data Use. Comment ça s'est passé concrètement? Eh bien, c'est ça qui est, je trouve, assez fascinant. Le bilan met autant l'accent sur cet aspect humain, organisationnel, que sur la technique pure. Apprendre à communiquer entre ceux qui préparent la donnée, ceux qui la visualisent, ceux qui l'utilisent. Définir des livrables clairs, s'adapter au retour des autres équipes. C'est pas juste technique donc. Non, pas du tout. Le rapport le dit bien. C'est ça, la vraie préparation monde professionnel. Savoir travailler ensemble sur un projet complexe. Souvent, c'est là que ça coince dans les entreprises, tu vois. Pas seulement sur la complexité du code ou de l'algo, la communication, la structure, c'est clé. C'est une bonne leçon. Et le rapport est assez honnête aussi sur ce qui n'a pas été fait, les limites. Oui, tout à fait. Ils mentionnent qu'ils n'ont pas eu le temps, par exemple, d'aller jusqu'à des recommandations vraiment personnalisées pour chaque consommateur, ou d'intégrer des critères sociaux plus fins pour définir ce qu'est un panier équilibré ou local. Ça montre le réalisme du projet. Ils ne prétendent pas avoir tout résolu. Et ça renforce la conclusion principale, j'imagine. Exactement. La leçon majeure, telle qu'elle est formulée, c'est que ce genre de projet est hyper formateur parce qu'il te confronte direct à la complexité du réel. Tu dois jongler avec des données qui ne sont jamais parfaites, des délais, le travail en équipe, la nécessité de documenter ce que tu fais, d'accepter de revoir ta copie. C'est ça le métier. D'accord. Et on sent une certaine satisfaction, non? Le rapport parle de motivation renforcée pour des projets à impact. Oui, il semble que l'expérience ait été positive de ce point de vue-là. Ça a donné du sens, visiblement. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour moi, il y a 2 points essentiels. Premièrement, la puissance de l'analyse de données, même à une échelle étudiante, pour éclairer des enjeux très concrets, très locaux. Les anomalies de prix, les paniers types. C'est pas juste des chiffres, ça raconte vraiment une histoire sur la consommation en Nouvelle-Calédonie. C'est une photo, quoi. Oui, une photo utile. Et deuxièmement, ça confirme, mais c'est toujours bon de le rappeler, l'importance cruciale des compétences soft, transversales. La communication, la collaboration, l'adaptation. La technique seule, ça ne suffit pas pour qu'un projet data aboutisse et ait un réel impact. C'est très clair. Et pour ouvrir un peu la réflexion pour nos auditeurs, une dernière pensée peut-être. Si cette analyse ponctuelle montre déjà tout ça pour, disons, optimiser son propre panier, qu'est-ce que ça pourrait donner à plus grande échelle? Comment est-ce que l'agrégation, l'analyse continue de ces données ouvertes comme prix.nc, comment tout ça pourrait outiller une communauté entière pour mieux comprendre et peut-être même, qui sait, influencer un peu les dynamiques économiques qui touchent tout le monde au quotidien? C'est une question ouverte, bien sûr. C'est une excellente question pour finir. Le potentiel est là, c'est certain. Avant de conclure, quelques lignes de remerciement. Davy, qui écrit à son enseignant Adrien Salès. Je voudrais adresser un remerciement tout particulier à notre enseignant Adrien Salès. Merci pour votre bienveillance, votre écoute, pour la liberté que vous nous avez laissée dans ce projet. Vous avez su nous faire confiance, nous challenger sans jamais nous freiner. Personnellement, ce projet a été bien plus qu'un simple exercice de fin d'année. Il m'a permis de grandir, de me révéler et de me projeter différemment pour la suite. Alors sincèrement, merci.